A Dangerous Method, le film de Cronenberg qui est sorti en 2011. C'est à mi-chemin entre un épisode pop culture et psycho et un épisode d'explication de la psychanalyse et d'histoire de la psychanalyse. Une vidéo un peu particulière mais intéressante comme tout parce que ce film, c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir Freud et Jung, mais c'est aussi un film qui, certes, s'inspire de faits réels et travaille sur la correspondance entre Freud et Jung, se base sur la biographie de Sabina Spielrein aussi, et sur la pièce de Christopher Hampton qui s'appelle The Talking Cure. Mais pour autant, c'est un film qui, de fait, c'est un film. Ça présente beaucoup de simplification, beaucoup de dramatisation, beaucoup de condensation de la pensée autant de Freud que de Jung. Bref, c'est une œuvre de fiction. Je vous explique ça de manière un peu plus détaillée. Déjà, la relation entre Freud et Jung, elle était dans la réalité bien plus complexe que ce qu'on peut voir en 1 heure, 2 heures de film au cinéma, bien entendu. Dans ce film, Freud, il apparaît vraiment comme le père rationnel, qui est très posé, qui est très réfléchi et qui est figé dans ses certitudes. Jung, lui, il est présenté comme le fils spirituel rebelle, très charismatique, avec beaucoup d'intuition et très attiré par tout ce qui est irrationnel, avec du coup une relation entre Freud et Jung qui est très polarisée, ou du moins pas au tout début du film, mais très vite. On a cette espèce d'opposition, l'autorité contre la liberté. Figure de l'autorité contre la figure de la liberté. Dans la réalité, leur relation est beaucoup plus longue que ce que montre le film. Elle a été beaucoup plus ambivalente et elle a été très très dense intellectuellement. Ça a vraiment été hyper intéressant. Ils se sont écrits, ils ont correspondu, donc on a des traces écrites et on voit qu'ils se sont échangés des courriers de manière très intense pendant plus de 6 ans, chose qu'on ne voit pas du tout dans le film. Ils s'écrivaient parfois plusieurs lettres par jour pendant 6 années entières. Et dans ces courriers, on voit que Freud doute, il hésite, il se remet en question, et ça, le film le montre très très peu finalement. On voit aussi dans tous ces écrits que Jung est très dépendant d'un point de vue affectif de Freud. Dans les premières années, c'est vraiment un père, et pas que un père théorique, c'est vraiment son papa. Il ne l'admettra pas tout court d'ailleurs, Jung. Peut-être un petit peu, il va quelquefois accepter de reconnaître l'importance que Freud, l'humain Freud, a eu dans sa vie, mais il y a vraiment une dépendance affective et une relation filiale très forte entre eux deux. Le film, lui, il va vraiment accentuer sur la rivalité père-fils, mais je trouve que ça se fait au détriment de toute leur réelle collaboration scientifique. C'était pas que 2 humains qui s'aiment et se déchirent, c'était surtout du travail ensemble. Ils ont eu des débats théoriques vraiment approfondis, ça a été extrêmement intéressant, extrêmement fructueux leurs échanges. Et la dimension du transfert, au sens freudien du terme, elle ne s'est pas faite que dans un sens. Ça a vraiment été un transfert bilatéral. La rupture entre Freud et Jung, là aussi, le film rend les choses beaucoup trop psychologisées et pas assez théoriques. Dans le film, on a l'impression que la rupture, elle est liée à la personnalité de Jung, à son attrait pour le mysticisme et à son refus de l'autorité de Freud, mais aussi de l'autorité de la théorie freudienne. Dans la réalité, ce n'est pas ça. Dans la réalité, leur rupture, elle est avant tout théorique, épistémologique. C'est-à-dire qu'ils ont un désaccord majeur sur la libido, sur la place du refoulement, la place du complexe d'Édipe, la sexualité infantile, sur en fait également sur l'aspect scientifique de la psychanalyse. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, je vous y renvoie si vous voulez creuser un peu plus le sujet. Mais du coup, le film, il rend psychologique leur rupture, comme si c'était une rupture entre 2 êtres humains
qui s'aiment et beaucoup trop et finissent par ne plus se supporter l'un l'autre. En réalité, c'est avant tout une rupture théorique. C'était des collègues, ils parlaient de travail tous les deux et il y avait des points sur lesquels ils étaient en désaccord total au point de ne même plus pouvoir travailler ensemble, ce qui a créé des conflits. Mais le film tourne les choses autrement. Il y a un personnage qui apparaît dans le film dont je ne vous ai pas encore parlé et je vous ferai une vidéo beaucoup plus complète sur ce personnage. C'est Sabina Spielrein. C'est une figure qui a été complètement simplifiée dans le film. Elle est présentée dans ce film comme une patiente hystérique qui a été amante et finalement le déclencheur, le catalyseur du conflit entre Freud et Jung. Dans la réalité, c'est pas ça du tout. Sabina Spielrein, c'est une clinicienne, c'est une théoricienne à part entière. Elle a été autrice de travaux majeurs. Elle a énormément travaillé sur la pulsion de destruction. C'est une figure fondatrice et en fait, c'est une collègue. Elle va influencer le travail de Freud, le travail de Jung. Tous les deux, ils vont reconnaître son travail. Pour eux, ce n'est pas une femme jolie à mettre dans son lit. C'est une collègue qui va énormément leur faire poser des questions sur leur propre travail, va les obliger par son travail, ça va les influencer. C'est du coup quelqu'un d'extrêmement intéressant. Or, dans le film, elle est réduite à une place théorique. On la met surtout dans une position la femme entre deux hommes. Et puis, d'un point de vue intellectuel, on la présente comme si elle était peu autonome. Elle a besoin d'être soutenue par ces deux hommes tellement plus intelligents qu'elle. Ça, c'est vraiment un point qui est très critiqué par les historiens de la psychanalyse dans ce film, parce que vraiment, on la présente sous un jour qui n'a pas grand-chose à voir avec qui elle était vraiment. Et c'est très masculin comme point de vue. Résultat, dans le film, la relation entre Jung et Spielrein, elle est sexuelle, du moins c'est comme ça qu'elle est présentée. Leur relation sexuelle est centrale dans leurs échanges. Une relation sexuelle qui est montrée comme intense, très, très transgressive, presque scandaleuse. Dans la réalité, oui, on a des preuves historiques du fait qu'ils ont eu une relation intime, mais on ne sait pas si ça a duré, on ne sait pas s'ils se sont investis émotionnellement, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de scènes du film qui ont été reconstituées sans source directe, voire même totalement inventées. Et la temporalité aussi de leur relation est complètement condensée dans le film. Ce qui fait que finalement, le film, comme je vous le dis, c'est un scénario, c'est une histoire qui insiste énormément sur la dimension érotique de leur relation, alors que dans la réalité, on voit qu'il y a des enjeux de transfert, il y a des relations au pouvoir entre eux, et il y a une absence totale de cadre éthique avec nos standards actuels. Freud et la sexualité, c'est aussi quelque chose d'intéressant à voir au-delà de Jung. La figure de Freud dans le film est présentée comme étant obsessionnellement sexuelle, très dogmatique et fermé à toute autre lecture que celle qu'il impose et qu'il définit comme étant la psychanalyse. Dans la réalité, Freud, bien sûr, tout son travail est centré sur le sexuel, mais, il y a toujours des mais, il a fait évoluer sa théorie. Justement, ces échanges avec Jung lui ont fait intégrer de différentes choses dans sa théorie. Il a intégré la pulsion de mort, et il n'a pas réduit absolument tout à une lecture très simpliste de la sexualité génitale. Or, le film, il montre vraiment Freud comme quelqu'un de figé. Ça permet de mettre, par contraste, Jung en avant comme la figure de la liberté. Bien entendu, c'est très exagéré et c'est très réducteur. De même, Jung est caricaturé aussi, il est très exagéré et il n'est pas bien contextualisé non plus. Dans le film, il est présenté comme quelqu'un qui est en rupture avec la rationalité, qui est ce qu'on appelle un proto-spirituel. Or, dans la réalité, comme je vous l'ai déjà dit, bien sûr qu'il s'intéresse aux religions, il s'intéresse aux mythes, il s'intéresse aux symboles, mais tout ça dans une
dans un objectif clinique et dans le but d'en sortir de la théorie. Son travail, il se base sur de l'anthropologie, sur de la mythologie comparée, sur de la psychopathologie. Or, le film, là, il floute complètement la frontière entre un travail rigoureux, un travail symbolique rigoureux et une dérive mystique personnelle. On a l'impression que c'est un petit peu un illuminé. Il y a quelque chose qui est totalement absent de ce film, c'est la place des institutions. Or, comme je vous l'ai expliqué, Freud, s'il s'est intéressé à Jung, si leur relation a été si flamboyante au départ, c'est parce qu'il voyait en Jung un successeur, un héritier de sa pensée, quelqu'un qui allait pouvoir faire développer sa psychanalyse à un niveau européen et international. Il voulait vraiment l'institutionnaliser, il était très attaché à l'aspect scientifique et il voulait une reconnaissance scientifique, institutionnelle, internationale, pour pouvoir le faire connaître après aux sociétés. Mais avant tout, il voulait être reconnu par ses pairs. Dans le film, il n'y a pas beaucoup de place, quasiment pas, pour tout ce qui est enjeu politique, pour tout ce qui est société de psychanalyse, et puis tout ce qui est enjeu pour les luttes de pouvoir institutionnel. Dans la réalité, on voit que tous les deux, Freud et Jung, leur relation se base là-dessus, sur d'abord la reconnaissance institutionnelle. Et donc, leur relation, elle est aussi prise dans des enjeux de reconnaissance internationale, des stratégies de survie pour que le mouvement psychanalytique puisse perdurer, ne s'éteigne pas, puisse perdurer et puisse évoluer et être plus connu. Et puis aussi, c'est une relation qui a été marquée par des tensions antisémites. Ça aussi, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous y renvoie, mais Freud et Jung, dans les années 30, début des années 30, ont pris leur distance, ou du moins il y a un grand silence officiel de Freud quant aux propos parfois très problématiques, car antisémites, de Jung. Donc le film, de ce point de vue-là, je trouve qu'il individualise ce qui est aussi quelque chose d'institutionnel et de politique et de sociétal. Il ne se centralise que sur des individus, alors qu'en réalité, les choses sont beaucoup plus larges et plus complexes. Pourquoi le cinéma fait ça ? Parce que le cinéma, il a besoin que les personnages soient clairs, il a besoin de condenser les choses en très peu de temps, parce que le spectateur, il n'est pas là pour apprendre en une demi-heure toute la théorie freudienne. Voilà. On n'est pas sur des débats théoriques abstraits. Visuellement, la sexualité, la transgression, ça marche beaucoup mieux que si on commence à parler théorie. Et puis, le fait de concentrer le film sur un triangle plus ou moins amoureux entre Freud, Jung et Spielrein, c'est très dramaturgique. Le drama, c'est ce que le cinéma aime, parce qu'après tout, il est là pour faire du divertissement. Donc, si je veux rester honnête, oui, le film ne montre pas la réalité, mais ce n'est pas vraiment une trahison de leurs histoires respectives et communes. C'est ce qu'on appelle une transformation narrative. Donc, A Dangerous Method, c'est un excellent film pour rentrer dans l'univers de Jung et de Freud. Mais c'est pas un documentaire, faut pas le prendre comme ça, c'est pas une histoire fidèle, biographique au sens strict. Les relations sont dramatisées, les ruptures sont psychologisées, les enjeux théoriques sont extrêmement simplifiés et toutes les figures majeures de la psychanalyse soit sont invisibilisées, soit sont reléguées, j'allais dire au deuxième plan, mais même au troisième plan ou quatrième plan, comme Sabina Spielrein, qui est plus une poupée dans cette histoire qu'autre chose. Donc, voir ce film comme une porte d'entrée, c'est pertinent, mais s'il vous plaît, ne le prenez pas comme un récit historique, parce que ça, ce serait une erreur. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça, comme toujours dans le cinéma.